Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule vidéo. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire l'enregistrement de l'examen de automne 2023. Donc, comme tous mes examens récents, la première question, c'est plutôt une question pour faire déstresser les étudiants. C'est tout le temps une question que je trouve facile. Si on ne peut pas faire la question numéro un, là, ça va mal aller. Mais généralement, c'est une question, est-ce que on a juste besoin de pitonner quelques chiffres dans la calculatrice et on a notre réponse. Donc, problème numéro un. Une hypothèque de 302 749 et 42 sous est remboursée avec des paiements de 1750 et 31 à la fin de chaque mois pendant 25 ans. Donc, calculer le taux d'intérêt effectif. Donc, la present value est égale à 302 749 et 42. C'est égal à la valeur d'une rente de 300 paiements, alors mensuel, donc 25 fois 12, de 1750 et 31, alors paiement. N est égal à 300. Compute I, et ça va nous donner notre taux d'intérêt par mois qui est 0,4074 Et vous devriez savoir que 1 plus 1,004074 à la 12, c'est égal à 1 plus le taux effectif, qui nous donnerait un taux effectif de 5 Alors, commencez tout le temps un examen avec la question numéro 1. Ça va tout le temps être la question la plus facile. Question numéro 2. Le taux d'intérêt effectif est de 4,55 Un investisseur possédant 800 000 désire s'acheter une perpétuité payée mensuellement. Le premier paiement est aujourd'hui. Il y a un problème avec ça. Et chaque paiement subséquent sera indexé de 0,1 Calculez le montant du premier paiement mensuel. Donc, si on regarde la feuille de formule pour une perpétuité, alors où est la perpétuité? La perpétuité. Voilà. Alors, pour une perpétuité en progression géométrique, la valeur aujourd'hui au temps 0 est égale au paiement au temps 1. Alors, je l'ai mis par intention le 1 pour indiquer le premier paiement doit être dans une période. Donc, si le premier paiement est aujourd'hui, il y a deux façons qu'on peut répondre à la question. Alors, la première façon, c'est qu'on prend un premier paiement de R aujourd'hui, mais on va l'enlever de la formule de perpétuité. Donc, on a deux rentes. On a une rente perpétuelle qui commence dans une période et une rente de un paiement aujourd'hui. Donc, on a un paiement de R aujourd'hui et chaque paiement subséquent va croître de 0,1 Donc, le paiement dans une période, dans un mois, serait de R, mais indexé de 1 Et ça, c'est une rente perpétuelle. Et le premier paiement est de R indexé de une période, divisé par I moins G. Donc, le taux de croissance G, c'est 0,1 et le taux effectif est de 4,55 qui nous donne un taux périodique mensuel de 0,3715. Donc, une autre façon qu'on peut faire cette question. Hein? Donc, je répète, pour les rentes en progression géométrique et pour les rentes perpétuelles, les perpétuités, tous les premiers paiements doivent être dans une période. Maintenant, on a une rente de R$ aujourd'hui. On va avoir R fois 1,001 dans une période, R fois 1,001 au carré dans deux périodes. Donc, on peut décomposer cette rente en deux composantes. Un paiement de R aujourd'hui et une rente qui commence dans une période qui va jusqu'à l'infini. Donc, une rente de un paiement aujourd'hui et une rente qui va à l'infini qui commence dans une période. R aujourd'hui, R fois 1,001 dans une période, R fois 1,001 au carré dans deux périodes, au cube dans trois périodes, et ainsi de suite. Donc, le premier paiement de cette deuxième rente est dans une période, c'est R fois 1,001 et ça devient une perpétuité. Donc, on a tout simplement besoin de isoler pour R et on a 2163 et 82. En passant, tous les problèmes comme ceci se trouvent dans la section astuces. Alors, quand vous étudiez pour un examen, passez tout le temps à travers la section astuces parce que tous les pièges qui reviennent, comme une perpétuité immédiate, elle va se trouver dans cette section d'astuces. Question numéro 3. Une hypothèque à taux d'intérêt payable 12 fois par année de 4,8. Alors, un taux nominal convertible 12 fois par année, convertible mensuellement, capitalisé mensuellement, est égal à 4,8. Donc, 0,4
par mois. Une hypothèque de 330 000 est remboursée avec des paiements à la fin de chaque mois pendant 25 ans. X, c'est le montant du principal remboursé dans la première année. Y, c'est le montant de principal remboursé dans la dernière année. Donc, dans la première année, si on se pose la question, c'est quoi X? Quel est le montant du principal qui est remboursé dans la première année? Bien, autant t est égal à 0, on doit 330 000. Autant t est égal à 12 mois, dans un an, on va calculer le solde ou le outstanding balance après nos 12 premiers paiements. Et la différence entre le 330 000 et le solde au temps 1, c'est tout le principal qui a été remboursé. Avec une hypothèque, les paiements de principal sont bas au début et élevés à la fin. Et avec une hypothèque, les paiements d'intérêt sont élevés au début et plus faibles vers la fin parce qu'on est en train d'amortir le prêt. On amortit le solde du prêt, dans ce cas-ci, mensuellement sur 25 ans. Donc, première chose qu'on fait, on calcule quel est le paiement de la mensualité. Donc, present value 330 000, N est égal à 300 paiements, I est égal à 0,4 %. Et donc, la mensualité, 1890,89. Donc, le solde du prêt dans une année, c'est tout simplement la valeur actuelle des 300 moins 12 paiements qu'on a fait. Donc, la valeur présente des 288 paiements qu'on a fait. Et donc, le solde du prêt après un an est de 322 996,58. Alors, la différence avec ce chiffre et le 330 000, c'est le montant du principal qui est remboursé la première année. Maintenant, quel est le montant du principal remboursé la dernière année? Mais à la toute fin, après 300 paiements, on amortit le prêt. Le solde est égal à 0. Donc, après 288 paiements, il nous reste 12 paiements. Et le solde du prêt, après 288 paiements, ça va tout simplement être la valeur présente des 12 paiements qui restent. Et donc, le solde du prêt, après 24 ans, est de 22 111,57. Le solde du prêt après 25 ans sera de 0. Et donc, c'est tout simplement le montant du principal remboursé dans la dernière année. Donc, Y moins X est égal à 15 108,15. Je dois dire que l'examen de automne 2023, je pensais que c'était un très bel examen. Question 4. Une hypothèque de 375 000 est remboursée avec des paiements à la fin de chaque mois pendant 25 ans. Donc, 300 paiements. À l'origine, le taux d'intérêt effectif était de 2,4 %. Donc, c'est effectif et non nominal. Après 5 ans, le prêt est renégocié au nouveau taux effectif de 4,74 %. Le paiement mensuel demeure constant, mais la durée du prêt est rallongée. Donc, on veut garder le même paiement, mais le taux d'intérêt a augmenté, ce qui fait en sorte qu'avec chaque paiement, on va payer plus d'intérêt et moins de principal. Donc, ça va prendre plus de temps à amortir le prêt. Calculer la durée totale du prêt. Donc, première chose qu'on fait, on a present value 375 000, on convertit 2,4 % en périodique mensuel, alors 0,1978 et non 0,2, ça aurait été une erreur, 0,1978. Et on calcule le montant de notre mensualité. Donc, si le taux d'intérêt serait demeuré inchangé pendant 25 ans, on aurait payé pendant 25 ans 1658,62. Après 5 ans, on calcule le solde de notre prêt. Après 5 ans, on a fait 60 paiements mensuels. Donc, le solde du prêt, c'est la valeur présente des 240 paiements qui restent. Donc, paiement de 1658, N est égal à 240, I est égal à 0,1978, compute present value, et ça nous donne le solde du prêt. On a amorti environ 50 000, 60 000 piastres de notre prêt, un peu moins que 60 000. Donc, maintenant, par contre, le taux d'intérêt effectif a augmenté. Et donc, le taux périodique a aussi augmenté. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? C'est qu'on a le solde du prêt et on veut payer le même paiement périodique, mais le taux d'intérêt a augmenté. Donc, notre N va croître. Donc, ça voudrait dire que si on voulait garder la même mensualité, il faudrait payer 348 mois supplémentaires à partir de ce moment-là. Donc, plus les 60 mois qu'on avait au tout début, donc 408 mois en tout. Donc, un prêt qui devait durer 25 ans va nous durer 34 ans parce que les taux d'intérêt ont augmenté après 5 ans. Et l'inverse est vrai aussi. Si tes taux d'intérêt baissent et tu gardes ton paiement périodique, la durée de ton prêt
va baisser. Pourquoi? Avec chaque paiement, le montant d'intérêt qui est crédité va être réduit à cause du taux d'intérêt qui est réduit. Donc, si tu fais le même paiement, tu payes plus de principal. Donc, tu amortis plus rapidement ton prêt. Genre de question que j'aime souvent poser, c'est que qu'est-ce qui arrive si on fait un 13e paiement à la fin de chaque année? Alors, quand tu fais un 13e paiement, alors tu fais tes 12 paiements pendant l'année et au moment du 12e paiement, tu fais un 13e paiement du même montant. Alors, souvent, ce que les personnes vont faire, vont mettre de l'argent dans leur REER en mars et avec le remboursement d'impôts, ils font un 13e paiement, ils mettent ça dans leur maison. Et ça réduit du montant le principal. Pourquoi? C'est un 13e paiement. Avec le 12e paiement, tu avais des intérêts, mais immédiatement après le 12e paiement, tu fais un 13e paiement qui réduit le solde de ton prêt. Donc, si tu as une hypothèque de 25 ans et tu fais un 13e paiement la première année, tu vas peut-être avoir 3 paiements à la fin de 25 ans qui vont être éliminés. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Si tu fais un 13e paiement à chaque année, tu pourrais réduire de peut-être 2 années ton prêt. Euh, tu pourrais réduire ton prêt de 4 ou 5 années si tu fais les mêmes paiements. Donc, c'est le genre de questions que j'aime bien poser à un examen. Question numéro 5. Taux effectif 5,10 hypothèque de 350 000 present value, est remboursé avec des paiements de R à la fin de chaque mois pendant 20 ans, donc 240 mois. Donc, à la place, alors on va utiliser les données ici pour calculer notre paiement mensuel. Si à la place, on décide de payer la moitié de R, mais à chaque 2 semaines. Supposons qu'on a 52 semaines dans l'année. Ça veut dire qu'au lieu de faire, tu vas faire 26 paiements de 0,5 R, en tout, tu vas faire 13 paiements de R. Alors, tu vas payer plus pendant l'année. Au lieu de payer R à la fin de chaque mois, tu payes R à chaque deuxième lundi. Et donc, en fin de compte, tu es en train de faire des paiements supplémentaires. De combien serait écourté le prêt? Donc, taux effectif 5,10 on calcule le taux mensuel. 350 000, c'est la valeur présente de 240 paiements mensuels à ce taux d'intérêt. On calcule notre mensualité. Maintenant, si on a le taux d'intérêt effectif, c'est la première fois que je posais une question aux 2 semaines. Donc, si on a 52 semaines dans l'année, on va faire 26 paiements. Donc, on a besoin de convertir le taux effectif à un taux payable 26 fois par année. Alors, un taux périodique 26 fois par année. Alors, I26 sur 26. Donc, 1 plus le taux effectif est égal à 1 plus I26 sur 26 à la 26. Donc, 1 plus le taux effectif à la 1/26e moins 1 nous donnerait notre taux périodique. Donc, 0,1915. Et maintenant, on a 350 000 qui va être remboursé avec des paiements aux 2 semaines pendant N périodes à ce taux d'intérêt et on va payer la moitié de la mensualité, alors 1153,43. Et donc, ça nous prendrait 455 périodes de 2 semaines ou donc 17,5 années. Donc, en faisant ce comme 13e paiement, en faisant ces paiements supplémentaires, on va réduire la durée du prêt de 2,5 années. Donc, c'est la question du 13e paiement. Alors, à chaque fois qu'on fait un 13e, si on paye plus qui est demandé, on va amortir le prêt plus rapidement. Et si on fait un paiement supplémentaire, ben, c'est tout simplement un paiement qui n'est pas requis. On fait juste payer, rembourser du principal avec le paiement. Question numéro 6. Donc, pour la question numéro 5, on a calculé le paiement mensuel. Donc, si on rembourse notre paiement, notre hypothèque sur des paiements mensuels, on paye 2306,86 par mois. Mais on dit maintenant qu'on va payer la moitié de ça, 1153,43. On va payer ça aux 2 semaines. Mais on a besoin d'un taux d'intérêt aux 2 semaines. Donc, 1 plus le taux effectif est égal à 1 plus le taux périodique à la puissance nombre de périodes. Et on dit qu'on a 26 périodes pendant l'année. Donc, 1,051 à la puissance 1 sur 26 va faire disparaître le 26, moins le 1 va nous donner notre taux d'intérêt périodique qui est de 0,1915. Et maintenant, on dit qu'on va payer notre hypothèque de 350 000 avec des paiements périodique aux 2 semaines avec un taux d'intérêt par période de 0,1915 et on va faire la moitié du paiement mensuel.
Donc, N est maintenant le nombre de périodes. Une période est de 2 semaines, 7,5 années. Donc, en faisant un paiement, 26 paiements aux 2 semaines, au lieu de faire, si on paye 0,5 R aux 2 semaines, 26 fois par année, ou ben donc si on paye R 12 fois par année, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si on paye aux 2 semaines, on va écourter notre prêt de 2,5 années en tout. Question numéro 6. Taux effectif, 5,25 %. Hypothèque, 435 000, remboursé avec des paiements mensuels à la fin de chaque mois pendant 20 ans. Donc, on a besoin d'un taux d'intérêt mensuel. Après 5 ans, un paiement additionnel est de 55 000. Alors, c'est un paiement supplémentaire qui va juste réduire, c'est juste du principal qui est remboursé, comme le 13e paiement. Donc, on va réduire le principal et on dit que la durée du prêt va demeurer inchangée. Mais si la durée du prêt demeure inchangée, on a besoin d'amortir moins de prêts. Donc, si la durée demeure inchangée, ça veut dire que la mensualité va baisser. Calculer la nouvelle mensualité. Donc, de effectif, on trouve un taux d'intérêt par mois. La valeur présente du prêt, c'est égal à la valeur présente de 240 paiements de R au taux d'intérêt mensuel qui nous donne notre mensualité. Et après 5 ans, on a fait 60 paiements mensuels. Donc, il nous reste, sur les 240, il nous reste 240 paiements à faire. Le solde du prêt, c'est tout simplement la valeur escomptée des 180 paiements qui restent. Et donc, la solde du prêt, après 5 ans, c'est 363 000. Donc, on a amorti environ 72 000, 71 000 du prêt. Maintenant, on dit que, alors, si après 5 ans, on paye 55 000 ça veut dire que le nouveau solde va devenir le même montant moins 55 000, donc 308 852 et 63. Donc, ce chiffre. Mais on dit que la durée du prêt qui reste, 180 paiements, elle demeure inchangée. Le taux d'intérêt demeure inchangé. Donc, la mensualité va nécessairement devoir baisser. Et elle va baisser d'environ 500 $. Donc, la nouvelle mensualité va être de 2 462 et 99. Question numéro 7. Une compagnie financée par 100 millions actions ordinaires d'une valeur totale de 5 milliards de dollars. Le bénéfice net attendu de la compagnie est de 500 millions et la compagnie paye 40 de ses bénéfices sous forme de dividendes. Donc, si elle a fait un profit de 500 millions et on s'attend qu'elle va faire un demi-milliard en profit et elle paye 40 de ce 500 milliards en profit, ça veut dire qu'elle va payer 200 millions en dividendes. 200 millions va être répartis sur les 100 millions actions ordinaires. Donc, chaque action s'attend à recevoir un dividende de 2 $. Le taux de croissance de la compagnie G est de 2,5 %. Quel est le rendement attendu par les actionnaires? Donc, le prix de l'action, la valeur marchande est de 5 milliards divisé par 100 millions actions. Donc, chaque titre vaut 50 $. Et si la compagnie fait des profits de 500 millions et il y a 100 millions d'actions en circulation, ça veut dire que le profit par action, le bénéfice par action, earnings per share, est de 5 $ et elle verse 40 de ses bénéfices sous forme de dividendes. Donc, l'action va verser un dividende de 2 $. Donc, le modèle de Gordon nous dit que le prix d'une action est égal au dividende au temps 1 divisé par R-G. Si on n'a pas le dividende au temps 1, on peut prendre le dividende précédent puis le croître avec une période de croissance. Donc, on a le prix de l'action, on a le dividende au temps 1 et on a le taux de croissance. On peut résoudre pour le rendement attendu des actionnaires. Donc, le prix de 50 est égal au dividende au temps 1 divisé par I moins G. Et donc, le rendement attendu des actionnaires de ce titre est de 6,5 %. Question 8 qui était... OK, alors question 8, c'était juste de plugger une formule, mais c'est une formule qui était assez lourde. Alors, un employé désire prendre sa retraite dans 25 ans. Donc, imaginez qu'il a 40 ans aujourd'hui, puis la retraite est à 65 ans. Cet employé va recevoir 55 000 de salaire l'année prochaine et veut être millionnaire le jour de sa retraite. Alors, ça, c'est moi.
Alors, le jour de ma retraite à 65 ans, j'aimerais ça avoir 1 million de dollars. Donc, si je place dans mon REER un certain pourcentage de mon salaire à chaque année, à un certain taux d'intérêt avec une certaine croissance, quel serait le montant, quel est le pourcentage de mon salaire que je dois mettre dans mon REER pour devenir millionnaire? Donc, on suppose que le taux de rendement du REER est de 9 et que les augmentations annuelles est de 4 Donc, ça, c'est la formule de progression géométrique. La formule de progression géométrique, la valeur au temps t est égale à n. Ben, c'est tout simple, ou la valeur aujourd'hui, non, la valeur au temps t est égale à n. Ben, c'est égal au premier paiement qui est effectué. Donc, le premier paiement qui est effectué va être un certain pourcentage de son 55 000 fois 1 plus i à la n, 25 ans, fois toute cette formule. Il n'y a aucune façon de programmer la calculatrice. Alors, 1 moins 1 plus g divisé par 1 plus i à la n divisé par i moins g. C'est la formule qui est ici. Alors, on veut avoir 1 million. Alors, la valeur au temps n va être de 1 million. Donc, la valeur au temps, la valeur au temps n est de 1 million. Ça veut dire qu'on va mettre un certain pourcentage de notre salaire dans la prochaine année. Alors, on a 55 000, on va mettre un certain pourcentage de cotisation dans notre REER. C va être le pourcentage, fois 1 plus I à la N. Alors, I est égal à 9 N est égal à 25 ans, fois 1 moins 1 plus G divisé par 1 plus I à la N, divisé par I moins G. Donc, qu'est-ce qui nous reste? C'est que tout ceci, c'est une constante. 1 million, c'est une constante et on peut réduire notre C. Donc, si tu fais 55 000 comme comptable à l'âge de 40 ans, tu n'as rien dans ton REER et tu cotises 15,26 dans ton REER, et tu as des augmentations salariales de 4 et tu cotises tout le temps 15,26 de ton salaire, mais dans 25 ans, tu vas devenir millionnaire. Question 9. Taux sans risque, 3 rendement attendu du marché, 10 Dans quasiment tous mes examens, ça va être ces chiffres-là. À long terme, c'est généralement la réalité. À court terme, le marché peut augmenter, peut baisser, peut rester flat, mais à long terme, c'est un portefeuille diversifié à la bourse. Tu devrais faire du 10 par année. Par contre, le taux d'intérêt, taux sans risque, c'est le taux d'inflation. Tu fais un rendement réel de 7 Donc, une action vient tout juste de verser un dividende de 1,25. Donc, quand vous voyez ça, pensez immédiatement que je vous donne le dividende l'année passée. Donc, le prix de toute action, c'est le dividende au temps 1 divisé par I moins G. Ici, vient juste de verser un dividende, c'est le dividende de l'année passée. Le bêta du titre est de 0,8. Le taux de croissance G est de 20 pendant 4 ans et de 2 par la suite. Calculez le prix de l'action. Donc, on a besoin de savoir les 4 prochains dividendes. Par la suite, on va assumer que les dividendes sont perpétuels. Donc là, c'est une perpétuité. Mais pour les 4 prochaines années, on va calculer manuellement les dividendes. Et de 5 à l'infini, c'est une perpétuité en progression géométrique avec une croissance de 2 Donc, première chose qu'on va faire, on va calculer quel est le rendement attendu des actionnaires. Donc, le rendement attendu des actionnaires selon le modèle CAPM. Où est CAPM? Ici. Le modèle CAPM, c'est égal au taux sans risque plus bêta fois la prime de risque, donc la différence entre le rendement du marché et le taux sans risque. Donc, c'est égal à 3 le taux sans risque plus bêta,8 fois le rendement du marché moins le taux sans risque. Donc, les actions de ce titre, les actionnaires de ce titre s'attendent à du 8,6 Le bêta est plus petit que 1 et donc on s'attend à un rendement inférieur au rendement du marché. 1. Donc, si on connaît le dernier dividende qui ne rentre pas dans le calcul du prix de l'action, on est capable de projeter tous les dividendes subséquents. Donc, si on s'attend à du 20 pendant 4 ans, ça veut dire que les 4 prochains dividendes vont croître à du 20 Donc, le dividende au temps 1 va être le dernier dividende de 1,25 avec 20 de croissance, donc 1,50.
20 de 1,50 nous donne 1,80. 20 de plus que 1,80 nous donne 2,16. Et 20 de 2,16 nous donne 2,592. Vous pouvez garder les décimales, mais à la toute fin, vous allez arrondir à la scène près. Ce n'est pas nécessaire. Mais c'est comme vous voulez. Par la suite, tous les autres dividendes vont croître de 2 Donc, le dividende 5, 6, 7, 8 jusqu'à l'infini, tous les dividendes vont croître à du 2 Et donc, on va calculer le dividende au temps 5 qui est de 2,644. Maintenant, le prix de tout instrument financier est égal à la valeur actuelle de ses flux monétaires, la valeur actuelle de ses cash flows. Donc, on peut regarder ça comme 5 cash flows. Un dividende au temps 1, un dividende au temps 2, un dividende au temps 3 et un dividende au temps 4 qu'on a calculé et qu'on peut escompter avec du 8,6 pendant 1, 2, 3 et 4 périodes. Maintenant, après qu'on a reçu le quatrième dividende, on peut vendre l'action. Et maintenant, on peut calculer la valeur de l'action au temps t est égal à 4. La valeur au temps t est égal à 4 de l'action, encore une fois, c'est le même modèle de Gordon. La valeur au temps t est égal à 4 est égal au dividende dans une période, donc le dividende au temps 5, divisé par I moins G. On a le dividende au temps 5, on a I, on a G. Donc, on est capable de calculer quelle est la valeur de l'action au temps T est égal à 4. Très important, pas à 4 et pas à 5. Donc, c'est égal au dividende au temps 5 divisé par I moins le G perpétuel à partir de ce moment-là. Donc, au temps T est égal à 4, le prix de l'action va être de 40 et 6 sous. Donc, quelle est la valeur de l'action aujourd'hui au temps zéro? Bien, c'est égal au premier dividende escompté avec une période d'intérêt, plus la valeur du deuxième dividende escompté avec 2 périodes d'intérêt, plus la valeur du troisième dividende escompté avec 3 périodes d'intérêt, plus la valeur du quatrième dividende escompté avec 4 périodes d'intérêt. Mais au temps t est égal à 4, on pourrait vendre l'action pour 40 et 6 sous. Alors, lui aussi, on va l'escompter à du 8,6 pendant 4 années. Et donc, le prix de l'action au temps t est égal à 0 est égal à 35,26. Donc, pour ceux qui ont les calculatrices Sharp ou les calculatrices BA2+, il y a le bouton Cash Flow qui est ici. On est capable de rentrer tous les cash flows dans notre calculatrice et le calcul de la valeur présente ou la valeur présente nette qui va être vue en profondeur en Finance 2, ça va être c'est du bouton-là qu'on va utiliser. On est capable de faire ce calcul. Donc, avec la calculatrice, ce que vous devez premièrement faire, c'est de clairer toutes les informations qui sont dans les registres. Alors, si vous baisez le bouton Cash Flow et vous utilisez les flèches, assurez-vous qu'il n'y a absolument rien qui est dans les registres. S'il y a quelque chose qui est dans les registres, il faut l'éclairer. Second function, clear work, second function, clear work. Alors, et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est que vous pouvez rentrer tous les cash flows. Alors, tous les F, vous allez les garder à 1 et tous les C, les cash flows, vous allez mettre les cash flows au temps approprié. Donc, cash flow au temps 0, il n'y a rien qui est donné, vous mettez 0. 0, Enter. Cash flow au temps 1, tu as un cash flow de 1,50, tu vas mettre 1,50, Enter. Et avec les flèches, tu vas aller vers le bas. F01, garde ça à 1. C02, le cash flow est de 1,80, 1,80, Enter. Cash flow 3, encore une fois, ici, c'est le dividende au temps 3, 2,16, Enter. Flèche vers le bas. C04, alors ça va être 2,59 plus 40,06, donc 42,65, Enter. Et assurez-vous que vous n'avez rien dans cash flow 5. Moi, j'ai des cash flows qui sont dans la calculatrice. Il faut que vous clairez vos registres. Alors, cash flow 9, j'ai un cash flow 10, j'ai un cash flow et j'ai rien d'autre par la suite. Donc, et par la suite, vous pouvez réviser vos cash flows. Donc, cash flow 1, vous devriez avoir 1,5. Cash flow 2, vous devriez avoir 1,8. Cash flow 3, vous devriez avoir 2,16. Cash flow 4, vous devriez avoir 42,65. Maintenant, vous allez faire Compute NPV. NPV pour Net Present Value. Et ça va vous demander quel est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt que vous allez mettre devrait être de 8,6. C'est exprimé en format de pourcentage. Enter.
Alors, vous rentrez ça dans votre calculatrice. Et vers la flèche, vous pèsez maintenant la flèche vers le bas. Et ça devrait vous dire NPV avec la dernière valeur qui était là. Et vous allez juste faire Compute. Et ça devrait vous donner 35,26. Alors, pour ceux qui savent comment programmer leur calculatrice, vous pouvez aller plus rapidement dès que vous connaissez toutes les cash flows. Alors, en Finance 2, vous allez connaître votre calculatrice en profondeur parce que c'est juste des calculs de valeur actuelle nette. Alors, une valeur actuelle nette, ça veut juste dire qu'il y a un paiement initial au temps zéro, l'investissement dans le projet, et par la suite, tous les cash flows par la suite, c'est les cash flows attendus d'un projet. Donc, c'est une façon d'aller plus rapidement avec la calculatrice. Alors, pour l'utilisation de la calculatrice, il y a un fichier que j'ai mis, un fichier PDF, utilisation de la calculatrice VAN et TRI. Alors, c'est valeur actuelle nette et taux de rendement interne. Ici, on n'a pas besoin du taux de rendement interne en Finance 1. En Finance 2, on le fait, mais valeur actuelle nette, c'est tout simplement la valeur actuelle d'une série de cash flow. Alors, avec ce fichier, ça vous apprend comment utiliser la calculatrice pour être capable de programmer tous les cash flows et de tout simplement calculer la valeur actuelle d'un projet. Sinon, moi, je préfère quand même aller à la façon longue, mais c'est vrai qu'on peut faire une erreur de pitonnage avec cette question. Question numéro 10. Une obligation de 10 ans d'une valeur nominale de 1000 $ avec un coupon annuel de 40 $ est achetée alors que le taux d'intérêt est de 4 %. Donc, si le taux de coupon, alors ici, le taux de coupon est de 4 % et le taux d'intérêt est de 4 %. Donc, si le taux d'intérêt est égal de 4 % est égal au taux de coupon 4 %, ça veut dire que une obligation d'une valeur nominale de 1000 $ est achetée à sa valeur nominale. Donc, ça veut dire que le prix d'achat de cette obligation, elle est de 1000 $. Alors, si on fait tout simplement la valeur escomptée de 10 paiements de 40 $ à 4 % et de 1000 $ de valeur nominale escomptée à 4 %, ça va nous donner une valeur au temps t est égal à 0 de 1000 $. Donc, on a payé 1000 $ au temps t est égal à 0 pour acheter cette obligation. Pendant 2 ans, on reçoit des coupons de 40 $ au temps 1 et au temps 2. Et par la suite, on vend l'obligation, mais le taux d'intérêt, elle a chuté à 1 %. Donc, on veut savoir quel est le prix de l'obligation à la vente. Donc, on le vend après qu'on a reçu les 2 premiers coupons. Donc, au temps t est égal à 2, on a tout le temps la valeur actuelle des 8 paiements on a tout le temps un coupon de 40 $. La valeur actuelle des 8 paiements qui restent va être escomptée maintenant à du 1 %. Donc, quand les taux d'intérêt baissent pour des obligations, le prix de l'obligation augmente. Et quand le taux d'intérêt augmente, le prix de l'obligation baisse. Donc, c'est la valeur actuelle des 8 paiements de 40 $ plus 1000 $ escomptés pendant 8 ans à du 1 %. Donc, paiement 40, N est égal à 8, I est égal à 1, future value est égal à 1000. La valeur actuelle de cette obligation, ou le prix de cette obligation au temps t est égal à 2, est égal à 1229,55. 1. Donc, on a placé au temps t est égal à 0, on a payé 1000 $. Au temps 1 et au temps 2, on a reçu 40 $ et immédiatement après qu'on a reçu le 40 $ au temps 2, on vend l'obligation pour 1229,55. Donc, on veut savoir quel est le rendement sur notre placement. J'ai payé 1000 $ au temps t est égal à 0. J'ai reçu 40 $ au temps 1, j'ai reçu 40 $ plus 1229,55 au temps 2. Quel est le rendement sur mon placement? Donc, souvent, qu'est-ce qui arrive à un examen avec une question comme ça? J'ai des étudiants qui vont mettre la formule à l'examen. Donc, 1000 $ qui est payé est égal, alors la valeur de mon placement, 1000 $ est égale à la valeur de mon placement au rendement réalisé. J'ai reçu 2 paiements de 40 $ à un certain taux de rendement et j'ai reçu 1229,55 dans 2 ans, à un certain escompté avec 2 périodes à un certain taux de rendement. Et c'est ici où est-ce que il y a beaucoup d'étudiants qui bloquent. Comment est-ce que je peux faire ça avec la calculatrice? Mais si vous remarquez, ces questions ici ressemblent beaucoup à ces questions-là. Donc, pour faire la solution, vous mettez present value est égal à moins 1000, paiement est égal à plus 40, future value est égal à 1229,55, N est égal à 2,
Compute E et ça devrait vous donner votre 14,69 %. J'avais beaucoup d'étudiants qui se sont rendus ici, qui avaient 4 points sur 5. Pour avoir les 5 points, malheureusement, il faut avoir la bonne réponse finale. Donc, avec la calculatrice, n'oubliez pas, pour la Sharpe et la BE2+, quand il y a de l'argent qui sort de vos poches, c'est un flux monétaire négatif. Alors, si vous payez quelque chose, comme si vous achetez l'obligation, vous payez 1000 $. Donc, vous mettez moins 1000 dans present value. Quand vous recevez de l'argent, comme un coupon de 40 $, c'est de l'argent, un cash flow positif, un flux monétaire positif. Donc, ça rentre dans vos poches, donc c'est plus 40. Et quand vous vendez l'obligation à la toute fin, la valeur finale, la valeur future, pour 1229,55, c'est de l'argent qui rentre dans vos poches. Donc, vous mettez ça en positif. N est égal à 2 parce qu'on avait 2 paiements, 2 années. Donc, on fait compute taux d'intérêt et ça nous donne 14,69 %. Donc, la valeur actuelle de tout instrument financier est égale à la valeur actuelle de tous ces cash flows futurs. Donc, la valeur actuelle de tout ce que j'ai payé est égale à la valeur actuelle de tout ce que j'ai reçu. Et donc, à un certain taux d'intérêt. Et donc, on trouve dans ce cas-ci le taux d'intérêt. Donc, question numéro 11. Donc, j'ai la distribution de X et j'ai la distribution de Y. Dès que vous voyez deux distributions qui sont disjointes, alors séparées, ça veut dire qu'ils sont indépendants. Donc, X est indépendant de Y. Si vous avez une distribution qui était jointe, comme quand on a fait en salle de cours, on avait boom, normal, récession, X valait une telle, Y valait un tel dans un boom, dans une économie normale, dans une récession. Ça, c'est une distribution qui est jointe. Dans ce cas-là, sont pas indépendants. Quand on est indépendant, on n'a aucune covariance. Quand on n'est pas indépendant, quand on est dépendant, on a une covariance et une corrélation. Donc, quand on est indépendant, la corrélation, elle est de 0. Donc, on veut savoir quel est l'écart type de 4x plus 3y. Y a-t-il une formule dans notre feuille de formule qui nous permet de calculer l'écart type de 4x plus 3y? Non, pas vraiment, mais il y a la formule de la variance ici. Alors, l'écart type de 4x plus 3y, c'est la racine carrée de la variance de 4x plus 3y. Donc, on est capable de calculer la variance de 4x, A est égal à 4, plus 3y, B est égal à 3, plus C est égal à 0. Donc, c'est égal à 4 au carré fois la variance de x, plus 3 au carré fois la variance de y, plus 2 fois 4 plus 3 fois 3 fois la covariance entre x et y. Mais ici, on voit que x et y sont indépendants. Donc, l'espérance de X, c'est 10 fois 0.4 plus 20 fois 0.3 plus 30 fois 0.2 plus 40 fois 0.05 plus 50 fois 0.05 et ça vaut 20.05. On peut faire la même chose. X au carré, 10 au carré fois 0.4, 20 au carré fois 0.3, 30 au carré fois 0.2, 40 au carré fois 5%, 50 au carré fois 5%. Ça nous donne 545. Et la variance de x, c'est égal à l'espérance de x, 545, moins l'espérance de x, 20.5 au carré, est égal à 124.75. On peut faire la même chose pour y. Alors, l'espérance de y est de 15, l'espérance de y au carré est de 275, et la variance de x, c'est 275 moins 15 au carré, est égal à 50. Vu que x et y sont indépendants, la covariance entre x et y, elle est nulle. Donc, on ne peut pas calculer directement l'écart type de 4x plus 3y. On va calculer par contre la variance de 4x plus 3y. Donc, la variance de 4x plus 3y, c'est la formule que je viens juste de vous montrer, celle-ci. Et la covariance, elle est nulle. Donc, 4 au carré fois la variance de x plus 3 au carré fois la variance de y plus 2 fois 4 fois 3 fois 0. Donc, 4 au carré fois la variance de x, 3 au carré fois la variance de y, plus 2 fois 4 fois 3 fois la covariance entre x et y, mais la covariance, elle est nulle, donc elle est égale à 0. Et donc, la variance de 4x plus 3y, c'est 2446. L'écart type de 4x plus 3y, c'est la racine carrée de la variance, donc 49,46. 1. Question 12, dernière question. On vous donne la distribution jointe. Donc, quand on a une distribution qui est jointe, on a une covariance.
Donc, la covariance, donc, on a X qui peut valoir 10 ou 12 Y qui peut valoir 10 ou 12 Donc, la probabilité que X vaut 10 et Y vaut 10 c'est 25 La probabilité que X vaut 12, Y vaut 10, c'est 25 La probabilité que X vaut 10, Y vaut 12, c'est 25 Et la probabilité que X vaut 12, Y vaut 12, c'est 25 Donc, l'espérance de X. X peut valoir 10 ou bedon peut valoir 12 Il peut valoir 10 50 du temps. Il peut valoir 12 50 du temps. Et donc, en moyenne, X vaut 11 Y. Y peut valoir 10 ou 12 Il peut valoir 10 25 50 du temps. Il peut valoir 12 50 du temps. Et donc, Y aussi peut en moyenne une valeur de 11 Maintenant, la covariance. Pour chacune des combinaisons de X et de Y, pour chacune des combinaisons, on doit faire X moins la moyenne fois Y moins la moyenne fois la probabilité. Donc, on doit faire 10 moins 11 fois 10 moins 11 fois 25 On doit faire, le prochain, c'est, on doit faire 12 moins 11 fois 10 moins 11 fois 25 On doit faire 10 moins 12 10 moins 11 fois 12 moins 11 fois 25 Et on doit faire 12 moins 11 fois 12 moins 11 fois 25 Et qu'est-ce qui arrive? C'est que la covariance, elle est nulle. Et on peut le regarder, c'est parce que X vaut 10 50 du temps, Y vaut 12 X vaut 10 50 du temps, X vaut 12 50 du temps et 50-50 pour Y aussi. Et donc, les combinaisons sont 50-50, 50 entre chaque combinaison possible, donc 25 pour chacune des 4 combinaisons. Et donc, c'est pour ça que la covariance ici, elle est nulle.